À la une ce soir, l'OMCS de Capesterre-Belle-Eau vandalisé. Les faits se sont déroulés dans la nuit. Des documents et autres outils de travail ont été volés. Un choc vécu par les employés de la structure. Reportage dans ce journal. Toujours à Capesterre-Belle-Eau, une maison située en bord de falaise s'est effondrée dans la mer ce week-end à Sainte-Marie. L'éboulement n'a fait aucune victime, mais la municipalité a décidé d'évacuer les autres constructions adjacentes dans une zone à risque. La ville de Petit-Bourg s'engage en signant la charte écoquartier. Un projet d'aménagement est dans les cartons dans le secteur de Saint-Jean. Objectif, préserver la biodiversité et améliorer le cadre de vie des habitants. Le domaine écotouristique d'hébergement Côte-Tessie a reçu la marque Esprit Parc National. Il est situé au cœur de la végétation de Pointe-Noire. Un bel atout pour booster l'attractivité touristique de la côte sous le vent. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous. On débute ce journal avec cette mauvaise surprise pour les employés de l'OMCS de Capesterre-Belle-Eau ce matin. La structure a été vandalisée dans la nuit. Des documents ont été volés et pas seulement. Les détails de Linda Kayarsi. Des employés dépités, des locaux sans dessus-dessous. À l'OMSC de Capesterre-Belle-Eau, la journée débute sous de mauvais auspices. Surprise ce matin puisqu'on a trouvé tout sens dessus-dessous. Tous les bureaux ont été débarrassés de leurs documents administratifs. Tous les documents sont par terre. Il y a une enquête de la police qui est déjà venue, qui a pris les empreintes. L'infraction a été faite par la porte principale où la serrure a été éventrée. Ensuite, il y a une deuxième porte de sécurité où le vitrage a été abîmé. Ce matin, le personnel n'avait pas encore fini de faire l'état des lieux, mais quelques ordinateurs ont été emportés par les malfrats. Bien sûr que ça a toujours des répercussions, c'est-à-dire que ça nous fera administrativement être un petit peu en retard. Mais concernant les manifestations pour la fête de Capesterre-Belle-Eau, tout était déjà mis en place avec les différents intervenants. Donc à ce niveau-là, il n'y aura aucun souci, la fête se déroulera comme elle devait l'être. Dès aujourd'hui, on se met au boulot. D'ailleurs, dès ce soir, nous avons des manifestations avec un spectacle. Dès mercredi, l'OMC est opérationnel. C'est la troisième fois que l'OMSC de Capesterre-Belle-Eau est victime de vandalisme. On poursuit avec cet éboulement toujours à Capesterre-Belle-Eau. Une maison située en bord de falaise à Sainte-Marie s'est effondrée dans la nuit de samedi à dimanche, 5 mètres plus bas dans la mer. L'occupant dormait dans l'autre partie de la maison où il a eu la vie sauve. La municipalité, quant à elle, a décidé d'évacuer les 4 constructions adjacentes, elles aussi édifiées dans une zone à risque et sans autorisation. Linda Kayarsi. Ce matin encore, en bord de falaise à Sainte-Marie, la maison qui s'est effondrée dans la mer alimente encore les conversations. Le monsieur, apparemment, il a entendu des bruits, donc il est parti devant. Il y avait aussi son fils et son fils et sa belle-fille, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis dedans et d'un seul coup, ils ont entendu le bruit de la décathlon, quoi. Fort heureusement, les occupants ont échappé au pire. Pour les riverains, sentiment d'inquiétude et résignation dominent. Tôt ou tard, la mer viendra nous trouver là. Hein? Oui. Il y a beaucoup d'enfants qui font le va-et-vient, qui courent un après l'autre, après les autres. Ils vont cacher derrière là. Alors, ça m'inquiète. Mais oui, ça inquiète tout le monde de toute façon. Bon, on est là, mais on ne sait pas du jour au lendemain que s'il y a un tsunami, qu'est-ce qu'on va devenir? On ne sait pas, c'est dangereux. Bon, là, on n'a pas le choix. Je suis là, mais on vit dans l'inquiétude, quoi. D'année en année, ils assistent avec impuissance à la lente dégradation du littoral causée par l'érosion. Le terrain est arrivé jusque là-bas. Là, vous voyez tout ça, c'est marron, à 80 mètres de là. Et puis le monsieur, il avait son jardin derrière. Et puis petit à petit, avec la mer a rongé. Elle est arrivée ici. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le maire aussi est passé, il leur a interdit, mais vous savez, ça c'est arrivé. Je pense que les gens prendront conscience quand même. En mairie, pour faire face à cette situation, toutes les maisons construites en bord de falaise ont été évacuées. Elles sont situées dans une zone à risque et pour la plupart occupées sans autorisation. C'est ainsi que j'ai fait avec le concours de la gendarmerie
des services de l'urbanisme, de la réglementation de Capesterre-Belle-Eau, de faire en sorte que finalement, qu'il n'y ait personne qui vive sur ce périmètre. Vous avez vu les mesures conservatoires que nous avons prises en urgence hier, et que ce soit la préfecture, la police nationale et la police municipale sont effectivement détenteurs de cet arrêté provisoire qui va devenir définitif aujourd'hui pour pouvoir finalement empêcher que toute personne franchisse ce périmètre de sécurité. Les occupants de la maison désormais en mer ont été immédiatement relogés par la municipalité. Depuis plusieurs jours, la plage de Roseau de Capesterre-Belle-Eau fait parler d'elle sur les réseaux sociaux. L'eau serait polluée par des matières fécales. Ce matin, après une investigation sanitaire commandée par la municipalité, le maire de la ville, Joël Beaugendre, a voulu rétablir la vérité et surtout rassurer la population. On l'écoute au micro de Linda Kayarsi. C'est ainsi que nous avons demandé effectivement, en plus que l'ARS fasse son contrôle, nous avons demandé à l'Institut Pasteur de nous faire effectivement une analyse. Je l'ai en main, comme vous le voyez, qui date, comme vous le voyez, date de prélèvement le 10 août, et qui nous dit que finalement, qu'il y a 30 numérations pour 100 ml d'hétérocoque, alors que la limite est à 1000. Pour moi, il devrait y avoir 0. Et c'est pour cela que nous avons déclenché une enquête avec les services de l'urbanisme et avec les services de l'environnement ici pour pouvoir déterminer d'où cela vient. Il y a des porcheries, il y a un peu de tout dans cette région-là. Il faut que nous sachions réellement ce qu'il y a pour pouvoir finalement éliminer, je dis de façon durable et en deçà même des limites autorisées pour que nous n'ayons pas du tout cet espace agréable qui soit privé pour les capestériens. Vous savez, il y a tellement de choses qui passent sur WhatsApp, ça n'a pas d'auteur, mais je peux vous dire là, l'auteur il est là, c'est la COFRAC avec l'Institut Pasteur qui nous rassure aujourd'hui qu'effectivement, il ne fallait pas s'affoler et qu'il fallait demander vérification comme nous l'avons fait aujourd'hui. Concernant l'analyse, l'ARS, l'Agence régionale de santé, a précisé par un communiqué que le contrôle du mois de juillet laisse apparaître une eau de bonne qualité. En Martinique, plusieurs cas de ciguatera ont été signalés depuis le début de l'année et pour cause, des dorades achetées sur des marchés locaux sont contaminées par cette toxine. Les consommateurs du coup se méfient et la filière tente de rassurer la clientèle. Reportage Loïc Régis. Voici le papier que nous délivre le vétérinaire pour avoir l'autorisation de commercialiser le poisson. Comme tous les lundis, cette grossiste récupère ses poissons et comme tous les lundis, ils sont contrôlés avant de quitter le bateau. Une marchandise qui vient de la Martinique et du sud de la Caraïbe, région où les eaux sont considérées comme propres et épargnées par le risque de ciguatera, une intoxication provoquée par une toxine que l'on retrouve dans les récifs coralliens abîmés. Nos eaux sont très propres parce que les eaux du Venezuela, elles sont propres, les eaux de Grenade, elles sont propres et nous allons jusqu'en Guyane où les eaux aussi, ce sont des eaux françaises qui sont propres. Nous n'avons pas à nous plaindre de la qualité de notre produit. On contrôle la glace et on contrôle aussi l'eau avec laquelle la glace a été faite. Même chez moi, on vient faire des contrôles au niveau de la glace, au niveau de l'eau. Une qualité qui rassure les clients, consommateurs ou revendeurs. Ils s'interrogent sur l'origine des produits, parfois disponibles sur les étals martiniquais. Je me rends compte que certains produits qui sont interdits en France sont libres à cours dans des pays asiatiques et même de l'Amérique latine, et que ces mêmes produits qui sont, comment on pourrait dire ça, interdits en Martinique, on les fait venir par des biais, par les grandes surfaces de manière illicite. Enfin, illicite, je retire ce mot-là, mais ils arrivent sans aucun problème. Je vois ce que j'achète, c'est pas sous emballage, c'est pas congelé, c'est du frais, je sais ce que j'achète. Si cette grossiste ne constate aucune baisse de ses ventes, quelques marins pêcheurs souffriraient de la mauvaise publicité de certains poissons. Récemment, le retrait de la vente de Vivano en provenance de l'Inde. La présence de toxines dans ces produits importés aurait refroidi les acheteurs qui font parfois l'amalgame.
Je tiens à rassurer tous les consommateurs en Martinique, il n'y a pas d'aciguatire en Martinique. Le pêcheur, vous savez, c'est un pro. Donc il sait quel poisson pêcher. On sait que s'il y a des poissons suspects, on les connaît. On ne va pas les pêcher. Donc aujourd'hui, je veux dire que ce qui est, si vous voulez avoir nos risques, allez vers votre marin pêcheur habituel. En 2016, une interdiction de pêche a été prise par la préfecture de Guadeloupe pour 15 espèces de poissons, notamment des carangues et barracudas. À noter qu'aucune mesure de ce type ne concerne la Martinique. Retour chez nous à Petit-Bourg. La ville envisage de créer un quartier durable dans le secteur de Saint-Jean. Un projet d'aménagement est dans les cartons dans l'idée de préserver la biodiversité du secteur et améliorer le cadre de vie des habitants. Reportage Yvan Lemar. Avec cette signature, Petit-Bourg fera désormais partie des 800 villes du réseau Écoquartier national. Une concrétisation d'une démarche de développement durable initiée par la ville. Quand vous êtes un écoquartier, les constructions doivent respecter un certain nombre d'engagements en termes d'économie d'énergie, en termes d'assainissement, en termes de pollution sonore, en termes de prise en compte de l'environnement. Donc, ces contraintes seront imposées à tout aménageur, à toute construction au niveau de la zone de Saint-Jean. Et nous avons pu faire cette démarche, c'est pour cela que nous avons contacté les associations et les personnalités qui ont répondu à notre invitation, puisque depuis 3 ans, il y a eu tout un ensemble de concertations pour qu'aujourd'hui, nous puissions aboutir à ce résultat. Ce label qui est obtenu par la ville de Petit-Bourg va pouvoir irradier les autres quartiers, puisqu'il y a le plan de rénovation urbaine. Nous venons de commencer sur la zone de Vinégory, il va y avoir la zone de Bovis, la zone de Pointe-à-Bacchus, où ce sera cette même philosophie que nous allons développer sur l'ensemble de la rénovation du centre-bourg de Petit-Bourg. Pour soutenir cette démarche, des moyens financiers et de l'ingénierie seront mobilisés par l'État. L'État va être bien sûr aux côtés du maire puisqu'il va y avoir d'autres étapes. D'abord l'accès à la démarche nationale, après plusieurs expertises sur le terrain et l'obtention le plus vite possible, je l'espère, du label. Cette labellisation sera aussi soutenue par la région. Nous devons mettre en place notre schéma du patrimoine naturel et des paysages. C'est un schéma en fait qui vise à cartographier à l'échelle du territoire de la Guadeloupe les zones remarquables pour la biodiversité, pour les milieux aquatiques, les zones d'activité humaine. Et en fait, si chaque maire, à l'instar de Guy Losbar, nous donnait comme ça, nous définissait des écoquartiers, effectivement, ça facilite ensuite une vue d'ensemble du territoire pour ce qui est du développement durable. Le processus de labellisation écoquartier a déjà commencé. Un programme d'aménagement sera mis en place après consultation de la population. Le label sera obtenu officiellement à la fin des travaux. Restez sur ATV Guadeloupe. Dans un instant, la SEM-SAMA présente son nouveau domaine, la terrasse de Bellevue à Petit-Bourg. Et puis coup de projecteur sur cette habitation écotouristique Côté-Ci, labellisée Parc National. La fête patronale de Petit-Bourg est l'occasion pour la SEM-SAMA de présenter son nouveau domaine aux visiteurs. Il s'appelle les Terrasses de Bellevue, des aménagements modernes pour une résidence principale ou un investissement locatif. 72 logements, dont 20 seront consacrés à des familles modestes de la ville qui pourront devenir propriétaires. On écoute Dominique Joly, directeur du SPHLM Société Pointoise, interrogé par Yvan Lemar. Alors ces 20 logements, nous les avons achetés à la SEM-SAMAR dans le cadre du partenariat que nous avons avec la SEM et nous les avons commercialisés sous la forme de la location-accession. Donc c'est une forme d'accession à la propriété qui se déroule en 2 temps. Les familles vont entrer dans les logements à partir du mois d'octobre. Elles vont occuper ces logements en étant entre guillemets locataires pendant 1 an. Et au bout d'1 an, on va retourner chez le notaire, après les avoir accompagnées pour qu'elles obtiennent un prêt bancaire. Et la deuxième fois où on passera chez le notaire, en fait, c'est vraiment pour le transfert de propriété. Donc là, elles seront pleinement propriétaires à partir d'octobre 2019. Alors, cette formule de l'allocation-accession, elle est très aidée par l'État, puisqu'on bénéficie d'une TVA à taux réduit. Donc la TVA qui s'applique sur la vente est à 2,1% au lieu de 8,5%. Et par ailleurs, nous avons bénéficié aussi d'un crédit d'impôt, ce qui nous permet de pratiquer des prix qui sont compatibles avec les familles que l'on souhaitait loger ici, c'est-à-dire des familles guadeloupéennes et particulièrement petit-bourgeoises qui gagnent entre 2 000 et 3 500 € par mois maximum.
Il s'appelle Ludwig Soumbo et mesure 1,77 m. À seulement 19 ans, il est le nouveau Mister Guadeloupe élu samedi à Goyave. C'est lui qui représentera la Guadeloupe pendant 1 an. Ludwig Soumbo nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, l'objectif est atteint. Vous êtes enfin, c'était votre rêve, de devenir Mister Guadeloupe. Comment vivez-vous ce succès? Alors, c'est-à-dire que ça fait depuis samedi soir, avec la famille au début, donc dimanche, et ça s'enchaîne. On fait les médias, on fait différents médias, et c'est le repos avant tout, puisque c'est vrai qu'avant l'élection, on avait beaucoup de répétitions, donc là, je me repose. C'est une fierté aussi pour la Désirade, d'où vous venez? Avant tout, oui, la Désirade, vraiment la famille, mais ils sont venus me soutenir, ils étaient nombreux. Donc, c'est vraiment une fierté pour ma famille. En petit retour, un peu, qu'est-ce qui vous a poussé à participer à cette élection de Mister Royal Guadeloupe? Alors, j'avais déjà participé à une élection avant, donc je connaissais un peu le milieu. Et je voyais en fait les anciens Misters participer. Et j'avais des retours positifs qui s'amusaient vraiment. Donc, je me suis dit, pourquoi pas moi? Mais je n'étais pas encore prêt. Je n'étais pas encore mature. Et cette année, je me suis dit non, c'est l'année où tu dois te présenter et ça a payé. Et justement, qu'est-ce qui vous a démarqué des autres candidats? Je pense que, en fait, je jouais avec le public énormément. Et c'est une grande préparation aussi. Franchement, oui, c'est une grande préparation. Mais quand on a du public qui vient pour te soutenir, tu es obligé de donner le meilleur de toi-même, d'être heureux sur scène. Et quand tu souris sur scène, le public est obligé de suivre. Il est obligé d'accrocher ce que tu fais. Le sourire, l'élocution voilà, aussi. Vous avez beaucoup travaillé là-dessus? Il y a eu des séances de travail? Donc oui, effectivement, nous avons des séances d'élocution avec Joël que je salue. Et la préparation physique, l'expression aussi physique. Alors vous êtes Mister Guadeloupe, mais ce n'est pas une finalité. Vous êtes aussi en licence de STAPS. Quel est votre projet professionnel? C'est-à-dire que je suis en licence, j'envisage de devenir prof de PS, donc j'ai jusqu'au master avant de passer mon CAPEPS. Oui. Et donc master et je passe au CAPEPS et professeur de PS. Oui. Pour le moment, je fais des stages. En deuxième année, on fait des stages et je souhaite également devenir kiné. Donc si les stages, quand je fais les stages, je vois que j'aime pas trop, je vais m'orienter vers la kinésithérapie. Alors le sport, la kinésithérapie, mais parlez-nous un peu de vous, qui vous êtes. Dites-nous un peu plus, davantage sur vous. Donc, jeune de 19 ans, je suis passionné par le sport, puisqu'effectivement, je fais de l'athlétisme en club et je suis vice-champion du 400 mètres et 3e au 200. Ah oui, donc les championnats en ce moment d'athlétisme ne vous échappent pas, hein, vous êtes... Mais en fait, à vrai dire, je n'avais pas vraiment le temps de regarder avec toutes les répétitions. Je n'avais pas trop le temps à la fatigue, donc je préférais me reposer et suivre par la suite les résultats finaux. Alors, en tant que Mister Guadeloupe aujourd'hui, est-ce qu'il y a un projet qui vous tient à cœur et que vous souhaitez concrétiser maintenant? Une cause? Une cause. Franchement, l'éducation. Parce qu'être prof, je suis prof de sport, c'est l'éducation avant tout. Et je pense que c'est ce que tout le monde, tous les jeunes, ils ne doivent pas quitter l'éducation. Parce qu'en Guadeloupe, le chômage est un taux de chômage assez important. Et avec l'éducation, on pourra contrer cela. Ouais, donc avant tout, l'éducation. Un élément très important de la vie. Alors la prochaine étape, c'est Mister France. Est-ce que vous appréhendez cette élection? Pour le moment, comme j'ai dit, le repos. Je profite et là, je vais me préparer mentalement et surtout physiquement pour me représenter la richesse de la Guadeloupe. Vous profitez de vos vacances, mais bientôt c'est la rentrée. Effectivement, mais il reste quelques jours quand même. D'accord. Alors, merci beaucoup, Ludwig Soumbo, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Restez avec nous sur ce plateau. On poursuit l'actualité. C'est justement la rentrée dans 2 semaines. Êtes-vous optimiste? Une question que vous ont posée Patrick Curie et Moïse Dexter. On regarde le reportage. La rentrée, c'est comme toutes les rentrées, mais on va dire que cette année, c'est un peu mitigé. Oui, optimiste, oui. Bien, on commence à se préparer là. Les vacances se sont bien passées. Pour moi, je ne me suis pas posé de questions. Je pense que dès qu'on est bien préparé, ça doit se passer normalement. Écoutez, oui, très très optimiste puisque les prix ne sont pas trop... Enfin, selon ce que j'ai vu,
les prix ne sont pas trop élevés. Et puis voilà, je pense que les parents feront de bonnes affaires cette année. Ça va, optimiste, ça va. J'ai pas trop peur de cette rentrée. Parce qu'il rentre en seconde, et, je pense qu'il est parti sur de bonnes bases et puis que la rentrée se fera facilement. Hein. Oui, bien sûr, il faut l'être, tout simplement parce que nous avons besoin de l'éducation ici. Et je pense que c'est une priorité pour tout le monde, pour le développement de notre île. Non, pas optimiste, je pense que ça va se passer bien. Ni négative ni optimiste, c'est une rentrée comme les autres, avec ses joies et ses contraintes. Ah oui, très optimiste. Ma fille, elle est pressée de rentrer. C'est comme d'habitude pour moi, la rentrée scolaire. Ce sera comme d'habitude. Nouvelle année, donc ça va. On ne peut qu'aller qu'en mieux, pas en bien. On laisse le négatif derrière, on va sur le positif. Je suis très optimiste parce que comme ma fille elle entre au collège, et bon, je suis plus ou moins satisfaite parce que premièrement, je suis contente par rapport au collège où elle va. Non, pas encore. Moi, c'est au dernier moment. Je me prends toujours au dernier moment, donc après, on verra. C'est une bonne chose, hein. Les enfants ont eu pas mal de vacances, surtout ceux qui sont dans des établissements où il y a les examens. Ils sont en vacances depuis le mois de juin. Donc, je crois que les connaissances se perdent pendant deux mois, presque 3. Donc, mais sinon, c'est une bonne chose qu'ils reprennent. Oui. Dimanche, Saint-François deviendra l'épicentre de la fête avec le Karukera One Love Beach Festival. De quoi clore ces grandes vacances 2017 en musique. On en parle ce soir avec l'un des organisateurs de l'événement, Thierry Reynaud. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, c'est la première édition du Karukera One Love Festival. Comment est né ce projet de festival? Alors, ce projet est né d'un rêve d'un groupe de Guadeloupéens dont je fais partie. Le rêve était de mettre la Guadeloupe au centre de la Caraïbe et également la Guadeloupe au centre du monde. Alors, comment faire? On a choisi les meilleurs ambassadeurs, on a choisi parmi les meilleurs artistes, DJ... Du moment de la Caraïbe, et on a pris aussi quelques pointures internationales qu'on voulait ramener en Guadeloupe le temps d'un festival qui a lieu ce dimanche 20 août à Saint-François. Et comment se déroulera cette journée? Alors, des temps forts, qu'est-ce qu'il y aura? Alors, on va faire un voyage à travers la Caraïbe. Donc, on a choisi la Jamaïque avec l'artiste Conscience, Trinidad avec l'artiste Olatunji, Sainte-Lucie, l'artiste Rikiti, Dominique avec Essa Banton, Saint-Martin. Enfin, on fait un voyage autour de la Caraïbe. Ensuite, on a des pointures internationales comme Nati Rico de Miami et aussi Rigo Suave de New York. Et donc, pendant toute la journée, il y aura un enchaînement de DJ, d'artistes, de surprises, de fêtes, puisqu'on a en fait voyagé parmi les plus gros festivals de la Caraïbe, du monde. Et on a essayé de ramener les meilleures idées, les meilleurs concepts en Guadeloupe pour faire partager à la population ce festival qui sera un mélange de différentes cultures, de différentes influences et un vrai partage au sein des différentes communautés. Alors justement, pourquoi vouloir rapprocher toutes ces îles de la Caraïbe autour de la musique? Alors, souvent, on a le réflexe d'aller en métropole ou d'aller vers des terres connues, alors qu'on a à côté de nous des voisins, des consoeurs, des frères et des sœurs qui ont des richesses par rapport à leur culture, leur musique. Donc, on a voulu faire partager le temps d'un festival pour que tout le monde puisse partager sa culture. C'est-à-dire que le Jamaïcain va rapporter sa musique, le reggae, la dancehall, le Trinidadien va rapporter la soca, et ainsi de suite, pour qu'il y ait vraiment ce partage au sein de ce festival, pour que les gens puissent faire vraiment ce partage musical qu'il y aura lors du Karukera One Love Festival. C'est vrai que on a tendance à oublier un peu qu'on a des voisins caribéens, donc l'idée c'est un peu ça. Tout à fait. Et on a voulu également, pour les Caribéens qui vont venir, parce qu'on a beaucoup de personnes de la Caraïbe qui viennent du coup, puisque ils sont représentés par leurs émissaires. Oui. Donc ils viennent et on a voulu leur faire partager également notre culture avec deux artistes de pointure du Zouk, Tania Seva et Jean-Michel Routin, qui viendront donc partager notre culture pour qu'elle soit aussi diffusée dans la Caraïbe. Puisque lorsque les artistes seront ici, ils vont diffuser dans leurs réseaux sociaux qui sont en Guadeloupe. Et donc à ce moment-là, ça va rayonner dans l'ensemble de la Caraïbe et on l'espère dans le reste du monde, notre culture qui est aussi le Zouk. Voilà. Alors Thierry, il y aura des DJ, des artistes, il y aura aussi Gilles Saint-Louis. Oui, quelle sera sa mission? Alors Gilles sera animateur. Oui. Animateur, c'est un comédien qui a fait ses preuves aux Antilles également à Paris, oui. Qui est très talentueux. On a voulu justement qu'il vienne partager aussi son art et aussi animer. Il a des talents d'animateur, donc il sera aussi un animateur du Karukera One Love Festival. Alors les tickets sont encore en vente. Il y a aussi des packs particuliers. Comment on peut les obtenir? Alors les tickets sont vendus dans différents points de vente. Le plus simple, ce serait d'aller sur notre Facebook
Karukeara One Love, notre page Facebook, ou alors notre site internet karukearaonelove.com. Il y a aussi des packs voyage. Exactement. Alors. Donc on a prévu des packs voyage pour ceux qui viennent de l'étranger, avec un pack avion, hôtel et passe pour le festival. On a aussi prévu des navettes, des bus pour ceux qui viennent de Basse-Terre, d'autres communes, qui n'aient pas à conduire. On a prévu des navettes pour le festival. C'est un événement de grande envergure. Comment se finance un tel festival? Alors, ça se finance avec beaucoup de partenaires. Ça se finance aussi en fonds propres. Et on a eu la chance d'avoir le soutien de beaucoup de personnes par rapport au projet. C'est vrai qu'on a voulu faire quelque chose de beau, de majestueux. On a voulu construire la scène sur la mer. C'est assez inédit pour que les gens qui vont découvrir la Guadeloupe et aussi pour nos compatriotes puissent avoir un spectacle majestueux. Donc on est en train de construire en ce moment une scène sur l'eau pour que les artistes et les DJ puissent évoluer sur la mer. Du jamais vu en Guadeloupe. La sécurité sera au point ce jour-là. Oui, nous avons un très gros effectif de sécurité afin que rien ne soit laissé au hasard et que les festivaliers puissent s'amuser en toute quiétude et en toute tranquillité. Aussi bien côté terre que côté mer. Enfin, côté plage que côté... Alors, une des particularités, c'est que vous pouvez venir au festival en bateau également. Oui. Donc, il y a des packs bateaux qui permettent aux gens de venir avec leur embarcation, participer à la fête. Voilà. Thierry Reynaud, merci d'avoir répondu à notre invitation. Restez avec nous sur ce plateau. On poursuit, on termine cette édition avec ce domaine écotouristique d'hébergement Côte-Cy. Il a reçu la marque Esprit Parc National et est situé au cœur de la végétation de Pointe-Noire. Un atout pour booster l'attractivité touristique de la Côte-sous-le-Vent. On regarde le reportage de Jacques Canval, Patrick Thury et Moïse Dexter. On regarde ensemble. Depuis une dizaine d'années, Geneviève Francius travaille son œuvre écotouristique au pied du massif de la Belle Hôtesse, le géant éteint de la Côte-sous-le-Vent à Pointe-Noire. Une dizaine d'années, je cherchais une maison à acheter et je suis arrivée ici. Il y avait quatre maisons, mais en même temps, je me disais que je n'avais pas besoin de 4 maisons. Mais j'ai été séduite par le lieu, par l'espace, par la végétation, par les grosses roches et puis le bruit des oiseaux. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, pourquoi pas ? Éprise de nature, Geneviève va non seulement créer un espace d'hébergement, mais installer des nichoirs pour les oiseaux, intégrer les roches volcaniques et documenter, avec l'aide de l'Office national des forêts, les essences d'arbres qui peuplent les lieux. Volcanique, vous allez voir qu'il y a des panneaux avec de la documentation sur la roche volcanique. Et puis aussi les oiseaux, parce que vous entendez, on entend que les oiseaux ici, c'est calme. Donc j'ai eu l'idée de faire un carbet pédagogique pour exploiter les oiseaux. Vous allez voir qu'il y a des mangeoires et il y a aussi des panneaux de documentation sur les oiseaux. Donc les oiseaux de Guadeloupe en général et les oiseaux qu'on voit sur le site de Côte-Cy. Tout ce travail a fini par attirer le regard du Parc national qui a décidé d'attribuer à ce bel ensemble la marque Esprit Parc National, un label qui est synonyme de qualité et qui répond à des critères bien précis. Quelqu'un du Parc national vient, visite votre espace et regarde si vous observez bien tout ce qui rentre dans le cadre de cette marque. Par exemple, le tri sélectif, le respect de la nature, l'utilisation des ampoules basse consommation, et puis plein de petites l'eau, l'économie de l'eau, le compostage et tout ça. Donc tout ça rentre dans les gestes à observer pour avoir cette marque Esprit du Parc. Geneviève Francius, à l'ombre de ses carbets pédagogiques, médite et continue chaque jour de sculpter son coin de paradis en harmonie avec ses idées. Et c'est l'heure maintenant des informations pratiques et utiles pour vous. L'EFS vous donne rendez-vous mercredi 16 août de 13h à 17h30 au centre commercial d'Estreland à Bémao, porte 4 et 5. Et si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous appeler à la rédaction au 0590 71 11 ou par mail à rédaction@atv.gp. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, rappelons les principaux titres de ce lundi 14 août. L'OMCS de Capesterre-Belle-Eau vandalisé. Les faits se sont déroulés dans la nuit. Des documents et autres outils de travail ont été volés.
Un choc vécu par les employés de la structure, un reportage que vous avez vu dans ce journal. Toujours à Capesterre-Belle-Eau, une maison située en bord de falaise s'est effondrée dans la mer ce week-end à Sainte-Marie. L'éboulement n'a fait aucune victime, mais la municipalité a décidé d'évacuer les autres constructions adjacentes dans une zone à risque. La ville de Petit-Bourg s'engage en signant la charte écoquartier. Un projet d'aménagement est dans les cartons dans le secteur de Saint-Jean. Objectif, préserver la biodiversité et améliorer le cadre de vie des habitants. Le domaine écotouristique d'hébergement Côte-Tessy a reçu la marque Esprit Parc National. Il est situé au cœur de la végétation de Pointe-Noire, un bel atout pour booster l'attractivité touristique de la côte sous le vent. Et c'est la fin de cette tranche d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain dès 18h50. Excellente soirée à vous sur ATV Guadeloupe.